merci pour votre présence et pour ce second et dernier volet dédié au Italian Design Day, à la journée du design italien dans le monde. Et voilà, nous sommes à la deuxième étape, la dernière étape de cette évocation et célébration du design italien à l'occasion de la journée IDD, on appelle ça IDD, Italian Design Day. Quelqu'un était probablement aussi présent à la conférence du 9 mars aux archives avec Chiara Spangaro qui nous a parlé d'un des maîtres du design italien, de Aldo Rossi. À cette occasion, on avait proposé la vidéo d'introduction à la 7e journée du design italien et je voudrais la montrer à nouveau. C'est une réalisation artistique, une vidéo artistique d'une agence d'art visuel qui s'appelle Studio Azzurro. Et c'est une vidéo qui unit la force de l'artisanat avec les lignes du dessin pour le quotidien, pour l'industrie. C'est une panoramique assez intéressante. Et vous y verrez dans cette vidéo l'attention particulière aux images qui sont des images de lumière. Car la soirée d'aujourd'hui, le thème de cette année, et que nous développons aujourd'hui, ce soir, c'est la qualità che illumina, la qualité qui apporte la lumière. Nous y revenons immédiatement après le petit film que je vais lancer. et avec, on laisse les lumières tout en laissant la vidéo. Voilà. C'est donc une occasion pour reprendre les thèmes et aussi pour revenir un peu aux organisateurs, à ceux qui, depuis 7 ans, organisent la journée du design italien dans le monde, c'est-à-dire notre ministère pour les affaires étrangères, des affaires étrangères de la coopération internationale, en collaboration avec l'association du design italien, avec Fiera del Mobile, avec Triennale de Milano. Et le ministère de la Culture aussi bien. Donc, on a cité le titre, la qualité apporte la lumière, l'illumination, mais aussi l'éclairage. Et on a voulu aussi utiliser le terme, la phrase « l'Istituto Italiano di Cultura che illumina », car nous écouterons là maintenant et verrons quelles utilisations sont à prendre en considération quand on parle d'éclairage et de lumière, grâce à l'analyse de Davina Sciacchitano, qui ce soir présente justement éclairage et lumière. Et cependant, si on pense aux lumières avec un grand L,
à l'âge des Lumières, à la fête des Lumières, aux Frères Lumière. La liaison avec Lyon est vite faite. Seule la phrase ville lumière n'est pas à utiliser pour définir cette ville, mais on l'utilise pour une autre ville, vous le savez bien. Depuis 2021, l'Italie est présente à la fête des Lumières du 8 décembre. Et en 2021, avec la collaboration du Consulat général et de notre ministère, et je salue Monsieur le Consul général Pierangelo Camarotte avec nous ce soir, on a réalisé 2 spectacles et installations italiennes. Et ces 2 spectacles ont fait partie du riche programme. Et là, je voudrais vous en présenter quelques images, justement. Et ce sont donc... voilà, ça c'est donc... il y avait 3 agences d'art visuel qui s'appellent XL Shapes, Ops Studio, Kanaka Studio, qui ont présenté Do Humans Need Humans à la Fête des Lumières au Palais du Change, au Temple du Change à Lyon. Et donc c'était une installation vidéo qui tournait avec de la musique aussi sur la façade, qui présentait des différents aspects de l'art italien aussi réinterprétés par des images de grandes suggestions qui s'est passé sur la façade. Vous voyez par exemple là les contacts qui n'existent pas de Michelangelo, de la Cappella Sistina, ou encore, voilà, c'était des images qui passaient sur cette façade. Et en même temps, on a proposé, avec notre aide, la Fête des Lumières a proposé cette installation fixe qui s'appelle Drop et qui a été réalisée par Antica Proietteria dans la cour du musée Gadagne. Alors, j'utilise cette occasion pour vous le reproposer. C'était quelque chose de grande suggestion aussi. Et par contre, en décembre 2022, nous avons collaboré pour la Fête des Lumières grâce à une autre installation avec Urban Oracle de Ultravioletto, une agence de Rome qui a présenté justement cette installation. Là, je vous propose aussi une petite vidéo. Il s'agissait donc d'un oracle lumineux qui mettait les réponses à toutes les questions qu'on lui posait, mais on les lui avait déjà posées à l'avance. Et il présentait ses réponses grâce à des images, des écritures qui paraissaient. Ça, c'est un exemple. Donc, c'était sur l'allée, en revenant du parc de la Tête d'Or, en retour de la promenade, on assistait à cela et il y avait des images, des mots qui s'allumaient. Alors, là, j'ai voulu un peu revenir sur cette participation parce que c'était très, très important pour notre institut, pour les consulats, de participer encore une fois à la Fête des Lumières. Et je crois que ce sera une occasion, une opportunité qui va se reproduire aussi pour le futur. Mais c'était aussi une possibilité pour entrer et revenir sur Terre là, à l'Institut, pour revenir au thème de ce soir, grâce à Lavigne. Alors Lavigne, je te laisse introduire les thèmes de ton intervention et de parler d'éclairage de lumière, donc à partir de la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 21 mars, c'est le premier jour de printemps, en moins pour l'Italie. Et c'est aussi la journée mondiale de la poésie. Oui, ok.
Oui, j'aimerais commencer justement avec le rappel au premier jour de printemps, avec une citation de Sénèque qui dit Omnis ars nature imitatio est. Donc, tout art est une imitation de la nature. Parce que l'homme prend la nature comme modèle pour reproduire des objets, des manufactures. Et donc, le rappel à la nature nous laisse introduire justement ce que tu as préparé par rapport à la lumière naturelle et à l'éclairage. Et tu pourras peut-être nous éclaircir justement quant aux aspects typiques, techniques de l'éclairage dans toutes ses formes. Oui, je commencerai avec quelques diapositives un peu techniques sur la lumière et l'éclairage, justement pour expliquer les différences et les similitudes. L'éclairage peut être donc naturel, comme la lumière solaire, ou artificielle, comme la lumière fluorescente ou à incandescence. La lumière du jour correspond à toute forme de la lumière provenant du soleil, direct et indirect, donc l'éclairage direct du soleil ou diffusé, rayonnement diffus du ciel. Et la lumière solaire diffusée par les objets de l'espace, par exemple la Lune, n'est pas considérée comme lumière du jour, mais plutôt comme la réflexion de la lumière. Le clair de lune n'est pas donc une lumière directe. Dans cette diapo, nous pouvons apprécier les deux typologies d'éclairage, donc la lumière naturelle et l'éclairage artificiel, avec ses similitudes entre le soleil et l'ampoule comme source primaire et la lune et l'abat-jour comme surface réfléchissante. Le problème posé par l'éclairage artificiel et naturel sont comparables, c'est-à-dire la différence réside dans le fait que l'éclairage artificiel est plus facile à contrôler que l'éclairage naturel. Nous pouvons réduire l'éclairage naturel avec des protections, des filtres, des écrans, mais nous ne pouvons pas l'augmenter. Donc l'éclairage artificiel permet à l'homme de régler la lumière. Voilà, on arrive à la diapositive suivante et je peux dire, en partant de cette diapositive, qu'une ampoule reproduit la lumière du soleil à une température de lumière bien définie. On appelle lumière du jour une source lumineuse dont la température est supérieure à 4500 Kelvin et plus précisément 6500. La température de Kelvin, donc de 6500 Kelvin, c'est la lumière du jour quand le soleil est au zénith. Et ce diagramme vous montre que l'unité de mesure en Kelvin, indique la température de la lumière. Parce que si vous avez vu plusieurs fois l'image d'un forgeron qui chauffe progressivement une pièce de métal, elle devient d'abord rouge avant de passer au jaune, au blanc et puis au bleu. Donc la lumière émise par le métal est une indication de sa température. Ainsi, la flamme rougeâtre d'une bougie est moins chaude que la flamme bleue d'une cuisinière à gaz. Et je vous explique ici dans cette diapositive un peu toutes les différentes nuances des couleurs de lumière. Et ce marquage de Kelvin, vous pouvez le retrouver dans toutes les boîtes des ampoules dans les commerces. Et si on veut parler de la qualité de la lumière en général dans le monde du travail, parce que nous habitons et nous travaillons dans des espaces qui ont besoin d'être éclairés, maîtriser l'éclairage, soit la lumière artificielle, comme je disais, signifie pouvoir régler l'intensité et la qualité de la lumière pendant le jour et la nuit. En fait, pendant le jour, la lumière est très variable et nous avons besoin d'assurer des conditions continues et réglementées pour travailler, nous déplacer et habiter nos espaces. Par exemple, le Code du travail en France
recommande l'éclairage naturel sur le poste de travail. Et concernant l'éclairage artificiel, la législation recommande de limiter la fatigue visuelle selon la nature de la tâche à exécuter. Et ici, plus ou moins, je pourrais vous montrer trois notions principales sur l'éclairage artificiel. Donc, c'est la notion d'éclairement, aussi, c'est-à-dire la quantité de lumière. La réglementation fixe des seuils d'éclairement sur le poste de travail. Ils sont donnés en lux et en lumen. Et le luxe prend en considération la surface sur laquelle la quantité de lumière est diffusée. Donc, ça peut être un plan de travail un plan de travail par rapport à la source lumineuse. Après, il y a la notion de qualité d'éclairage, soit l'uniformité d'éclairement dans un local et le rendu des couleurs. Et en dernière, il y a l'éblouissement. L'éblouissement, soit l'utilisation de la lumière adaptée à l'environnement et en limitant les surfaces réfléchissantes. Donc, on parle alors ici dans cette diapositive d'éclairage direct et indirect. C'est toujours la même diapositive, oui. Alors, l'éclairage direct permet d'éclairer directement une pièce ou un objet sans que les faisceaux de lumière émises ne rencontrent aucun obstacle entre la source et la surface éclairée. Les avantages sont que c'est un mode d'éclairage qui va porter beaucoup d'efficacité et de précision. Donc, généralement, la lumière cible un endroit ou un objet précis, comme un bureau, un espace de travail ou une table à manger. Ce côté direct permet d'éviter toute perte d'intensité lumineuse. Les inconvénients sont qu'un éclairage direct, s'il est trop dirigé vers vos regards, ça peut être gênant, donc voire carrément désagréable parce que ça va créer de l'éblouissement, un peu comme les spots qui sont dirigés sur les yeux, donc inconfortable. Donc ça, c'est l'inconvénient de la lumière directe. L'éclairage indirect, encore une fois, le nom est explicite, est une question c'est un mode d'éclairage qui va avoir une source lumineuse dirigée vers une surface réfléchissante ou un diffuseur de lumière, comme peut être l'abat-jour par exemple. Ainsi, la luminosité ne va pas directement provenir du système d'éclairage, puisqu'elle va subir un phénomène de réflexion. Dans ces cas-là, les avantages sont qu'avec cet intermédiaire que c'est l'écran et l'abat-jour, entre la source lumineuse et la surface, on peut avoir comme rendu une lumière adoucie et donc là, on peut la rendre plus confortable, notamment pour les regards. Vient donc se créer une homogénéité de toutes les surfaces qui sont éclairées par cette lumière. Grâce à l'éclairage indirect, donc on évite les contrastes et on a moins d'ombre. Les inconvénients sont qu'avec une lumière qui n'est pas directement concentrée sur un objet, les faisceaux doivent être plus intenses pour être véritablement efficaces. Donc ça veut dire que ce mode d'éclairage il est beaucoup énergivore parce que nous avons besoin de beaucoup plus de puissance électrique pour bien fonctionner. Donc entre direct et indirect, il y a la solution mixte, et ici je reviens au latin, in medio stat virtus, parce que l'éclairage mixte va littéralement être un peu une balance des ingrédients, un savant mélange de direct et indirect. Donc on peut avoir une surface bien éclairée avec un éclairage direct et un ambiance plus confortable avec la lumière indirecte. Il est donc très important de connaître les sources directes et les sources indirectes qui déterminent aussi notre milieu de vie, notre milieu de travail, aussi notre milieu de conférence et le bien-être. Donc quelque chose qui est visé par les architectes et les designers, n'est-ce pas? Oui. En fait,
après avoir abordé les différences entre la lumière naturelle et artificielle, entre l'éclairage direct et indirect, j'aimerais faire une petite parenthèse pour vous expliquer un peu la différence, pour vous raconter la différence entre l'éclairage architectural et les lampes apposées ou les lampes design. Donc, l'éclairage architectural est défini par un système intégré et inclus dans les projets. On parle alors de spots encastrés, de gorges lumineuses, etc. Et la lumière devient un véritable ingrédient du projet de l'architecte. L'espace architectural donc, est mis en valeur et devient exploitable grâce à la lumière. On parle alors d'éclairage intégré avec des points lumineux, avec interrupteurs et circuits qui sont intégrés dans le projet. On peut alors régler la lumière avec un interrupteur ou un variateur. En revanche, les lampes design sont un choix de l'utilisateur. Donc l'architecte a laissé seulement un point conseillé, une sortie de câble pour les plafonnières ou les appliques, ou des prises au mur afin qu'un lampadaire trouve sa place à cet endroit. Et le choix donc, de la source de lumière passe de l'architecte à l'utilisateur qui pourra ainsi personnaliser son espace de vie. Parlons alors de cette partie d'éclairage que nous pouvons choisir, son histoire et l'évolution de sa technologie, et nous pourrons apprécier ce soir l'évolution de l'histoire de la lampe à partir du feu. Parce qu'avec l'invention du feu, l'homme a trouvé le moyen de reproduire la lumière et de vivre une partie de ses journées et des lieux qui avant étaient inaccessibles, donc soit la nuit, soit les espaces intérieurs. L'homme a toujours cherché à maîtriser, à amadouer la lumière et le feu aussi, pour transformer tout cela grâce à une utilisation plus pratique, plus sûre, plus facile. Aussi peut-on arriver de cela à voir le design de la lampe en tant que reproduction de la lumière naturelle. Oui, il faut se rappeler que dans les premières habitations, il n'y avait pas de fenêtres à cause des intempéries et à cause du froid. Et la lumière était donc une source de lumière et de chaleur, mais était aussi un danger. On se réchauffait devant une cheminée où on pouvait travailler aussi. Et l'homme a apprivoisé le feu et avec la lampe à huile et les bougies ensuite. Et c'est un parcours de siècles. C'est un parcours de siècles qui a permis à l'homme d'étudier les moyens d'apprivoiser le feu et de la bougie. Un des outils nécessaires à dompter ou domestiquer le feu a été l'invention de l'abat-jour, qui généralement était un écran en porcelaine, en métal ou en verre. Il servait à diriger la lumière, à la diffuser mieux et à se protéger de l'éblouissement. Ici, dans cette diapositive, je vous montre deux exemples de lampes bouillottes avec l'abat-jour réglable en hauteur, une originale avec les bougies, la deuxième avec des ampoules. Et la première évolution dans le monde de l'éclairage est sûrement l'invention de l'ampoule électrique faite par Edison en 1879. Et c'est à partir de ce moment que Edison, oui. À partir de ce moment, la disparition du danger du feu rend la lampe un outil plus fiable. L'homme continue à modifier, expérimenter les formes et les matériaux pour réaliser les abat-jours, comme une surface réfléchissante, diffusante, opaline, etc. Après la révolution industrielle et au début du XXe siècle, la découverte de nouvelles technologies
et des matériaux poussent les designers à exprimer et interpréter les besoins de la société en termes d'éclairage. Le design, en fait, les designers deviennent interprètes et ils traduisent en forme les besoins de l'utilisateur. Et ils consolident donc le lien entre l'objet et l'homme. Les designers suggèrent des formes déjà vues, comme là, je vous montre des exemples d'abat-jour, opaline, en tissu plissé, en céramique, en porcelaine. Et les designers suggèrent aussi des formes déjà vues. Par exemple, dans cette diapositive, la lampe Monachella, où il y a un rappel évident à la forme des chapeaux des nonnes. Autrement, on fait un rappel un peu aux mini-jupes, comme dans la lampe de Philippe Starck, ou toujours par Philippe Starck, c'est un message social qui le designer veut lancer aux utilisateurs. Gann. Oui. Il n'y a pas de guerre sans argent. Donc la lampe devient dorée et représente un fusil. Ça peut être un pistolet, un fusil. Donc l'objet lampe contiendrait aussi d'autres significations. Une valeur adjointe, une plus-value, ou au-delà de l'aspect pratique de la vie quotidienne. Et donc, on peut parler de ce surplus. Oui, ce surplus, c'est justement le lien entre l'objet et l'homme. Et c'est un lien créé par les designers, et c'est un lien fonctionnel, mais aussi émotionnel. L'objet évoque une idée, et l'idée de la lumière est la clarté, la sécurité face au noir, la brillance. La lumière, en fait, rassure. Le designer transmet donc un message sur les relations entre l'homme et les objets et l'artefact. Les formes archaïques que je vous montre ici dans cette diapositive, telles que l'œuf, les nuages, le soleil et le ciel, sont interprétées par les designers et transformées en objets. Par exemple, dans la lampe œuf de Fontaine-Art, nous voyons un œuf, un verre soufflé opaline. Après, nous avons la lampe qui s'appelle Nuage. Elle est réalisée avec de la fibre textile qui diffuse une lumière tamisée. Tamisée, c'est un peu comme la lumière naturelle des nuages. Et après, il y a une lampe qui s'appelle Sky Garden qui reproduit une pergola fleurie ou un plafond à la française pour transmettre le message d'une lumière qui rassure. C'est un binôme éclairage-lumière. Lumière-éclairage, c'est aussi le binôme de notre titre. Et c'est un binôme qui nous intrigue, qui nous parle, qui nous interpelle. Y aura-t-il donc un objet de design qui peut évoquer l'idée de la lumière dans sa simplicité archaïque primordiale? Oui, je passe tout de suite à la diapositive et je vous montre l'exemple qui, à mon avis, mieux représente l'intégration dans le design de deux idées, de la lumière naturelle et artificielle, et elle est la fameuse lampe Eclisse de Vico Magistretti. Le designer ici a fusionné dans un seul objet l'idée ancestrale de notre étoile et l'idée de la lampe elle-même avec l'ampoule visible. La lampe représente en même temps la lumière directe du soleil et la lumière indirecte, le soleil en plein jour et son éclipse. C'est une des premières lampes interactives, donc, qui avec un simple geste de la main change l'ambiance qui l'éclaire. En utilisant, l'utilisateur peut jouer et interagir avec cette lampe en bougeant l'écran et en créant des éclipses simplement.
c'est une vraie émotion de pouvoir recréer la peur ancestrale de la disparition du soleil et la joie à sa réapparition. C'est quelque chose de 1967. Oui. Donc, c'est quelque chose qui est anticipé. Oui, mais c'est... Voilà, le smart, tablette et tout. Non, il y a tout simplement un mécanisme roulette manuel. Oui. Et si on veut continuer sur la simplicité, avec la simplicité, on ne peut pas oublier de citer le grand maître designer qui a été Achille Castiglioni. Il lui aussi a développé une lampe à suspension qui rappelle un objet emblématique, c'est l'œuf. Ici, c'est évident le rappel avec le tableau de la conversation sacrée de Piero della Francesca à Brera, à Milan. Et Castiglioni, avec la nouvelle technologie de polycarbonate injecté, il a créé un œuf parfait qui diffuse une lumière riche de sérénité et perfection. Et là, il y a Piero della Francesca. Oui, les tableaux. Oui, c'est un œuf suspendu qui se trouve juste en dessus de la Vierge. Castiglioni, toujours pour continuer avec ce grand designer, Castiglioni analyse donc les formes, il recherche des solutions et il trouve dans les matériaux une façon de créer ou de reproduire une idée. La lampe lampadina tout à droite et la lampe parenthèse tout à gauche sont la synthèse d'un parcours fait à travers le dépouillement du superflu, la soustraction d'éléments inutiles pour arriver au résultat final de l'essence de la lumière. Et l'essence de la lumière, c'est le faisceau lumineux, l'ampoule totalement déshabillée, mais tout simplement fonctionnelle et sincère. Donc la source de lumière est visible dans toute sa beauté. Et Castiglioni continue son parcours et utilise des nouvelles matières, comme dans cet exemple de la lampe Taraxacum 98 de 1998, qui rappelle le fleur de Taraxacum, où il utilise de la fibre de polymère plastique pulvérisée qui reproduit un cocoon naturel enveloppant la lumière comme une forme de vie délicate, comme un fleur. Et pour compléter ma réponse sur l'exemple de design qui mieux représente l'idée de la lumière, j'aimerais compléter avec un deuxième exemple. Donc, c'est la lampe Taccia de Castiglioni, qui pour moi est la quintessence de la lumière indirecte. Donc, si Eclisse était le soleil, Taccia pour moi c'est la lune. Taccia, c'est le nom de la lampe, est une composition de verre et métal, un assemblage de parties mécaniques qui rappelle un peu un radiateur de voiture, qui en fait ça sert à refroidir l'ampoule, mais aussi ça rappelle à la colonne grecque. Et un couvercle diffuseur qui est posé sur un paraboloïde en verre et qui devient, ce couvercle, un exemple de diffuseur et un exemple de meilleure lampe à lumière indirecte, car la source lumineuse, elle n'est pas visible et elle n'est pas éblouissante. Donc il y a probablement d'autres éléments qui peuvent rajouter des nuances de forme un peu plus floues à la source de lumière, aux lampes. Qu'est-ce qu'on peut aussi retrouver? Oui, toutes les formes ont été cherchées par les designers à travers les différentes matières. Donc je peux parler par exemple de toute la typologie d'abat-jour, donc des écrans qui diffusent
diffuse la lumière, la source de l'ampoule, et qui ont été étudiées à partir de différentes matières, comme par exemple le métacrylate, c'est une matière synthétique qui a été utilisée par Gaio Lenti dans la fameuse lampe Pipistrello. Et la recherche de la transparence a toujours hanté l'architecte Gaio Lenti, qui a voulu suggérer avec cet abat-jour comme un drap lumineux, un peu en contraposition avec les ailes noires de la chauve-souris. Donc elle a idéalisé les ailes sombres de la chauve-souris en les transformant en ailes blanches et lumineuses. Gaio Lenti était architecte, elle était aussi designer. Oui. Un peu comme tous les architectes, ils aiment faire des choses à une petite échelle. Après, il y a l'exemple, par exemple, l'exemple du verre soufflé. Le verre soufflé, c'est ici représenté par les lampes qui s'appellent Dioscuri de Michele De Lucchi, c'est le designer de la fameuse Tolomeo. Oui. Et dans cette famille de lampes, les Dioscuri, un verre soufflé, il suggère une forme pure, comme rassurante, comme en même temps, Dioscuri c'est le nom d'une étoile, mais ça c'est la lumière diffusée comme la lune. Et après, cette idée-là, on revient un peu à l'idée de l'abat-jour en porcelaine. Donc c'est le designer Ingo Maurer, allemand, qui a reproposé l'abat-jour en porcelaine avec ce très beau chandelier qui s'appelle Porca Miseria. Mamma mia, Porca Miseria. Et ils ajoutent un peu. C'est un nom italien. Si c'était un designer allemand, oui. Oui, parce que Porca Miseria. Oui, parce que les assiettes cassées sont un peu l'ironie de la vie familiale, un peu, c'est un rappel. Et toujours Ingo Maurer, là je reviens qu'aujourd'hui c'est le jour de la poésie. Ingo Maurer, toujours c'est le même designer, il a proposé un chandelier, une suspension faite de petites feuilles de papier qu'on peut. Alors déjà la lampe on peut la monter soi-même, mais on peut aussi personnaliser avec des poésies ou des mots qu'on veut laisser suspendus sur notre table. Et Ingo Maurer ici utilise du papier plissé et pour recréer un peu un cocoon en fleurs et symboliser la fragilité de la nature avec un plissage très très délicat qui rappelle un tissu, mais c'est du papier. Et toujours sur le tissu et le papier, j'aimerais faire un petit rappel à deux designers qui, dans les années 60, ont commencé à faire des recherches sur la production en série et sur le transport des lampes. Ces deux figures emblématiques sont Munari et Noguchi, en italien et en japonais. Et ils ont étudié des solutions pour rendre plus économique et essentielle la production elle-même et le transport de la lampe chez l'utilisateur. Noguchi, lui, il travaillait plutôt avec un squelette en métal et du papier japonais facile à assembler à la maison. Et ces lampes diffusent une lumière très très confortable, diffuse et chaude. Et Munari, de son côté, s'oriente vers une matière un peu plus souple et aérienne et il utilise le textile. Il utilise un tissu tubulaire, un peu comme les collants, structuré avec des cercles métalliques, des anneaux métalliques. Et cette lampe qui s'appelle Falkland, elle est très belle, soit allumée qu'éteinte. Donc elle devient une sculpture. Ouais.
c'est Falkland et Noguchi Akari. C'est une famille de lampes. Et ça pour dire que ces deux designers cherchaient la légèreté et la diffusion de la lumière à travers une matière souple, facile à produire et économique. Et là, cela a donné une inspiration à une grande marque suédoise pour ces révolutions qu'ils ont fait vraiment leur commerce à partir de cela. Et je crois que tout le monde a quelque chose qui ressemble à ça dans ces maisons. Alors, Lavigne, on arrive, on va vers la fin de ce panorama des lampes, des designs. Et les designs des lampes, justement, faut-il s'attendre, d'après toi, à des bénéfices grâce aux nouvelles technologies par rapport, pour ce qui est le monde de l'éclairage? Je pense aussi aux aspects de l'économie quotidienne, d'ailleurs, à la maison, et aussi à ceux qui animent tout notre discours, notre société dernièrement, c'est-à-dire les facteurs de durabilité, les facteurs durables. Oui. Oui, je passe à la diapo suivante pour répondre. Oui, la technologie, elle a changé beaucoup. Elle a changé beaucoup dans les derniers 50 ans. Et je dirais qu'après le passage de la bougie à l'ampoule, la deuxième révolution pour le monde de l'électricité a été l'invention des LED dans les années 90. Donc la technologie LED a permis de plasmer, pour pouvoir façonner la lumière avec beaucoup plus de liberté. Et les LED sont des diodes traversées par le courant électrique, donc sont en fait comme des petites ampoules. Et l'utilisation des LED s'est fait à travers des rubans, et cela permet la flexibilité, donc utiliser la lumière par des lignes ou par des surfaces si les LED sont disposés sur une surface. Et ici, nous pouvons voir deux exemples de floss qui sont un peu l'emblème de l'utilisation de LED. Donc les LED permettent d'utiliser en électricité en basse tension. Et donc, ça permet aussi de créer des lignes lumineuses très très fines. Très très fines. Donc, on pourrait créer des formes comme le cercle ou des tiges totalement lumineuses, sans être dérangé par la structure qui généralement supporte l'ampoule lumineuse. Et après, il y a un exemple de luce plane où les LED sont disposés pour créer une forme très naturelle, comme un sac à main ou une méduse, je ne sais pas, une méduse à l'envers. Et donc, c'est la technologie LED qui a trouvé, ici, je vous montre notre David Evrop, je ne vois pas très bien l'image, mais c'est un peu, ce sont des chaînes, des chaînons qui permettent d'être eux-mêmes remplaçant le fil électrique. Ils conduisent la lumière jusqu'au dernier chaînon qui est effectivement la source lumineuse. Et la technologie LED trouve aussi un développement dans l'éclairage d'extérieur, où elle arrive à recréer des ambiances féeriques un peu magiques et laisse la lumière se transformer en forme naturelle. Par exemple, ici, on peut voir des joncs ou des formes totalement épurées comme des cercles, et où on ne voit pas la technologie. C'est l'essence de la technologie, mais on ne voit rien de très technique. Donc c'est sur la lumière qui est visible.
Mais après avoir fait l'éloge du LED, je tiens à préciser que tout ce travail a été déjà réalisé en 1951 par Lucio Fontana, quand il a dessiné et réalisé une structure en néon avec des tubes fluorescents. Donc cette œuvre est aujourd'hui installée au musée du Novecento à Milan et représente le geste artistique avec, à l'époque il y avait les fluorescents et aujourd'hui on pourrait faire la même chose avec les LED. Mais tout ça c'est pour dire que les artistes sont toujours à l'avant-garde dans la création des idées par rapport aux designers. Rien ne se construit, tout est une reprise des choses. Aussi Lucio Fontana qui avait créé les premières structures à LED. Et d'ailleurs, le LED a été fortement utilisé lors des fêtes des Lumières, de la fête des Lumières aussi dernièrement. On se demandait, mais avec tous ces problèmes d'électricité, de tout, est-ce qu'on va reproposer encore les fêtes des Lumières? Alors que oui, parce que tout est fait au LED, si on l'a vu dans les structures en plein air tout à l'heure. Donc, en tout dernier, je voudrais aussi te demander quelles sont les nouvelles tendances sur le plan technologique, sur le plan de l'utilisation de l'éclairage à des buts de design, de beauté, mais aussi de pratique quotidienne. Oui. Je dois dire qu'aujourd'hui, la technologie de LED elle est en continue expansion. Hein. On continue à rendre toujours plus petit cette micro-ampoule. Aujourd'hui, nous avons les nano-LED, les micro-LED, les dalles LED, et les dalles souples LED. Donc, ça veut dire qu'on peut même habiller des colonnes avec un revêtement complètement en LED. Et en plus, nous avons les télérupteurs, qui sont des interrupteurs radio et qui nous permettent de commander des lampes qui ne sont pas liées au circuit électrique du bâtiment. Voilà. Donc, on n'a pas de circuit, on a beaucoup plus de liberté. Et le geste créatif du design est donc beaucoup plus libre, même trop, je dirais. Et sans ces contraintes physiques de matière et avec l'aide d'une technologie qui devient de plus en plus fine, le designer se sent responsable d'un message. La lumière n'est plus dangereuse comme le feu, on n'a plus d'ampoule en verre, on est beaucoup plus libre. Et avec cette avant-dernière diapo, j'aimerais faire un petit rappel à l'idée de la bougie et de la haute technologie. Donc, ce sont un peu l'extrême de tout notre discours. Nous avons ici, tout à droite, des bougies dessinées par Ingo Maurer, toujours. Alors, lui, le designer des lumières, il était arrivé à produire et à vendre des simples bougies. Donc, c'était des bougies en cire. Toute la technologie était dans le fil. Donc, le fil sur lequel les bougies étaient suspendues était un fil anti-feu, non-feu. Et cette idée, je dirais que c'est la technologie du fil, mais c'est aussi vouloir revenir à l'idée que en fait, la bougie, c'est la meilleure lumière pour une salle à manger. Il y a du feu, oui, mais c'est le câble, c'est le fil qui est transparent et non-feu. Et donc, c'est une lumière idéale, la bougie, pour une salle à manger. Et 20 ans après, Davide Gropp, il a cité Maurer avec un produit qui s'appelle Symbiosi. Et c'est une suspension qui rappelle la bougie, mais la source lumineuse, elle est cachée. Elle est cachée, elle est dans le tube blanc.
Les fils des suspensions sont presque invisibles, donc ça rappelle un horaire. Et le fil électrique, c'est le fil rouge qui passe entre tous les éléments blancs. Et c'est ce fil rouge qui fait un peu le lien entre toutes les bougies, qui semblent des bougies éteintes, mais il y a de la lumière. Et le fil rouge, pour moi, ça donne un peu aussi l'idée aussi de la fumée quand on éteint une bougie. Il y a ce fil qui se diffuse dans l'ambiance. Ça, c'est pour dire que le designer, aujourd'hui, il a une vaste gamme de services. Il y a une vaste gamme de technologies à son service. Et donc, il peut se permettre de faire des actes de magie dans l'illumination. Les lampes deviennent des objets curieux et magiques qui émerveillent l'utilisateur. Et pour finir, ce parallèle entre l'ancienne bougie et la nouvelle bougie, j'aimerais vous parler de la tendance ultime de l'éclairage, qui c'est la lampe nomade. Alors, avec la lampe nomade, nous avons une simple batterie. Les batteries sont de plus en plus petites. Et cette batterie permet l'affranchissement des contraintes des câbles et la liberté de choix, de choisir où et quand allumer la lampe au milieu d'un jardin sans prise électrique. Et c'est tout plus simple avec la lampe nomade. Et donc c'est la lampe nomade qui représente le symbole de cette tendance à vouloir s'affranchir aussi de la fixité d'une pièce éclairée, d'un lieu, et porter la lumière avec soi partout, à l'intérieur, à l'extérieur, un peu comme la bougie. D'où tout commence. Allez, grazie tante. È possibile que quelqu'un ait des questions pour Lavinia sur le sujet de l'éclairage, de la lampe et aussi sur la panoramique de célèbres designers italiens et surtout sur l'utilisation, le design qui est de plus en plus apporté avec nous. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas, je n'ai pas compris si en fait le néon, le LED, consomme moins d'énergie que l'ampoule traditionnelle classique. Alors, le fluorescent, je ne sais pas, parce que désormais c'est une technologie obsolète. Il y a une loi qui a été approuvée il y a 5 ans, qui obligera de plus en plus l'utilisation seulement de LED. Donc on est en train d'abandonner les ampoules à incandescence et à fluorescence. Donc désormais les LED seront le futur, on aura seulement lampe LED. Et oui, je peux dire que c'est un choix judicieuse parce qu'elle consomme beaucoup moins que les ampoules à incandescence. Alors moi, je n'ai pas très bien compris l'intérêt de la bougie avec autour un fil qui empêche, disons que, on va dire, pas de consumer, mais qui empêche que ça prenne feu, si on peut dire. Est-ce que c'est pour la beauté de la bougie qui se consume et qu'on va regarder? Quel est l'intérêt? Je n'ai pas bien compris. Alors, oui. Alors, déjà, l'intérêt du designer, c'était lancer un message. Il n'avait pas besoin de vendre des bougies. Je crois qu'ils sont même chers. Hein?
Alors, je dois ajouter que ça fait partie aussi de la bougie, de la lampe. Il y a comme un petit coupelle, une assiette transparente tout où la bougie elle est posée. Et on ne voit pas. Donc il y a comme une assiette transparente qui tient la bougie et le fil est suspendu. Oui. Donc ça veut dire que la cire, elle ne coule pas en bas. Voilà. Elle est recueillie par une petite assiette. D'accord. Et oui, je dirais que c'est un geste un peu une provocation. Oui. Là, je comprends mieux. Avec la coupelle. Oui, c'est pour dire je vous vends des bougies. Toute la technologie. Avec la coupelle, je comprends mieux. Oui, je me disais. Il y a une coupelle. On ne le voit pas dans l'image, mais en fait, pour des installations, souvent, cette lampe elle est suspendue sur des piscines ou des ambiances très, très scénographiques. Merci. Alors, je crois qu'il me reste peut-être à rajouter que nous avons enregistré cette rencontre, cette présentation, et que cela avec la présentation du 9 mars sur les œuvres de Aldo Rossi seront reproduites. On réalise une autre vidéo qui sera reproduite à travers notre chaîne YouTube. Donc je vous invite à revoir si vous êtes intéressé au design italien, si vous voulez bien sûr en acheter pour nos producteurs, pour notre fabrique, disons, culturelle à l'étranger, du design est toujours quelque chose qui met le design italien en prestige. Et pour nous, c'est très important tout ça. Mais si vous voulez aussi revoir ces leçons de design italien liées à la lumière, à la qualité qu'apporte la lumière, à l'éclairage et aussi aux ouvrages, vous pouvez revoir tout cela sur notre canal YouTube. Merci de votre participation, de votre présence. Je vous invite à suivre aussi les activités de l'Institut culturel italien. Vous avez un programme, vous avez une newsletter, vous avez un site, un Facebook, un Instagram, un Twitter. Donc, nous sommes toujours sur la présentation de nos activités. Je remercie le nouveau consul général Carmerotta, le secrétaire de la Chambre de commerce italienne à Lyon, Inma aussi de sa présence, de la directrice de l'Institut Cervantes. Et je vous donne au revoir à la prochaine activité. Arrivederci.